Vous êtes bien à l'écoute de la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Somadougou, même heure à Badjangara. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 2 décembre 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 21 degrés ce matin, ciel nuageux, humidité 19%, du vent 15 km à l'heure et la température maximale attendue est de 31 degrés. Le journal, Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, ce chiffre à retenir 585 milliards de francs CFA. C'est le montant généré par l'assujettissement de toutes les sociétés minières au nouveau code minier. Révélation faite hier par le ministre de l'économie et des finances à Koulouba. Vous l'entendrez dans ce journal. À suivre la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida avec ces chiffres qui font froid au dos. Taux de prévalence de 0,76%, plus de 100 000 personnes vivant avec le VIH, plus de 4 000 nouvelles infections en 2025 et près de 5 000 décès liés au sida au Mali. Nous ferons le point avec Mariam Kounis dans ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS est marquée au Burkina par les états généraux des transports, un cadre d'analyse de toutes les composantes du secteur des transports, cela en vue d'améliorer la compétitivité. Au Niger, après le lancement de l'initiative Une semaine, une école, le ministre de l'Éducation fait le tour des établissements scolaires pour s'assurer de bonnes conditions d'études. Nous ferons le point avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Notre tour d'horizon de l'actualité internationale du jour nous mène en Guinée-Bissau où le nouveau pouvoir et la CEDEAO jettent les bases d'un dialogue. La RDC déclare la fin de l'épidémie d'Ebola dans le Kansai. Inondation en Indonésie, le bilan monte à 631 morts. VIH-Sida, près de 50 millions de séropositifs dans le monde selon l'OMS qui s'inquiète. Le pape Léon XIV appelle les dirigeants religieux libanais à combattre l'intolérance et la violence. Tous ces points vous seront développés au cours de ce journal Sidiki Dambélé. Développement à ne pas rater. Enfin, vous aurez la page des sports, toute l'actualité sportive avec Sragatou, c'est l'athlète de jour et de nuit. Bonjour Sragatou. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. CAN Maroc 2025, on est à 19 jours de la compétition. Le ministère en charge des sports et la FEMA Foot sonnent la mobilisation autour des aigles du Mali. Ça bouge au Cameroun. Le sélectionneur des Lions inoptables, Marc Bruce, est limogé de son poste. L'insolite du jour sera au menu comme tous les mardis. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. De l'or qui brille pour tout le Mali, c'est bien possible. Le Mali vient de franchir une nouvelle étape dans la gouvernance de ses ressources minières. Rappelez-vous, le gouvernement avait lancé en 2023 une étude sur le secteur minier dans toute sa globalité. Les conclusions de cette étude sur la négociation et de renégociation engagée avec les sociétés minières ont été officiellement présentées hier au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'assujettissement de l'ensemble des opérateurs miniers au code minier de 2023 devrait générer plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires par an au profit de l'État. Le reportage est signé Garibou Perou. Entre les mains du président de la transition se trouve le rapport final de la commission de négociation et de renégociation avec les sociétés minières. Derrière son apparence technique, il porte une promesse et scelle un tournant historique. Ce sont plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires qui devraient désormais parvenir chaque année dans les caisses de l'État. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Je me réjouis d'ores et déjà de ces résultats parmi lesquels nous pouvons citer le recouvrement de 761 milliards de francs CFA sur un objectif de 400 milliards et l'assujettissement de toutes les sociétés minières au Code minier 2023, augmentant ainsi les recettes publiques de 586 milliards de francs CFA par an sur les sociétés auditées, ce qui va amener l'impact de ces sociétés au budget d'État à 1022 milliards de francs CFA chaque année. Et là, il est important de rappeler que le montant total des frais engagés pour toute la mission
Pendant ces 3 ans, le cabinet Mazars-Iventus, l'audit, la négociation et la renégociation, les avocats maliens, les avocats étrangers, toutes les actions au niveau du CIRDI, tous les frais engagés depuis le début jusqu'à aujourd'hui s'élèvent à 2,870 milliards de francs CFA. Mamou Touré, membre de la commission des négociations et des renégociations. Nous nous sommes engagés à recouvrer un montant d'environ 400 milliards de francs CFA et permettre aux sociétés de continuer leur exploitation selon de nouvelles conditions. Et le deuxième objectif était un objectif structurant qui consistait effectivement à ramener l'équilibre dans ces conventions minières de manière à ce que la part de l'État ne reste pas le morceau du gâteau. Donc il s'agissait de rééquilibrer ces conventions minières. Il s'agissait de s'assurer de la prise de participation effective de l'État dans ces sociétés minières et de s'assurer aussi de la pertinence et l'efficacité du contrôle dans toutes les mines. Une manne longtemps négligée est enfin reconquise. Ce rapport n'est pas une simple compilation de chiffres. Il incarne une reconquête, un renversement patient mais déterminé du rapport de force entre les multinationales et les nations détentrices de richesses naturelles. Et la mission a été conduite avec rigueur, méthode et courage. Alousini Sanou, ministre de l'Économie et des Finances. La commission de négociation et de renégociation a fait face à toutes sortes d'adversités internes et externes, de propositions, d'intimidation et de représailles au cours des travaux qui ont duré 2 ans. La Commission a également fait face, dans 2 dossiers sur 17, à des actions judiciaires. Au cours de la mission, 2 sociétés ont également engagé une procédure d'arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends CIRDI. La détermination et l'engagement, le sens tactique et l'intelligence, l'esprit d'équipe et d'anticipation ont permis de mener à terme ce combat qui n'était pas gagné d'avance et d'en sortir de façon honorable. L'audit des mines d'or en exploitation répond aux recommandations issues des Assises nationales de la refondation. À ce titre, il s'inscrit directement dans la vision stratégique du président de la transition, une vision qui fait de la souveraineté économique la clé de voûte de la refondation nationale. Porté par un sens élevé de l'État, un engagement fort pour la refondation et la souveraineté économique, animé par un devoir constant de transparence et de redevabilité, vous avez bien voulu mettre en œuvre cette recommandation en confiant au ministère de l'Économie et des Finances sa mise en œuvre. Le rapport d'audit et ses recommandations pertinentes ont été présentés par le groupement aux plus hautes autorités le 23 mars 2023. Cette présentation a permis l'introduction d'une communication verbale en Conseil des ministres le 29 mars 2023, communication qui a abouti à l'adoption d'un plan d'action de mise en œuvre des recommandations. Il est utile ici de rappeler quelques recommandations essentielles issues de l'audit. La relecture du code minier, l'élaboration d'une loi relative au contenu local, l'élaboration d'un code de l'environnement, la relecture du code pétrolier de 2015, la création d'une société d'État de patrimoine et d'exploitation des mines Sorem Mali SA, les réformes du cadre institutionnel du secteur minier pour un meilleur contrôle de l'État, la négociation et la renégociation des contrats en cours. Longtemps, le Mali s'est contenté des miettes issues de son propre sous-sol. Longtemps, d'autres ont déterminé la valeur de ces minéraux. Cette époque touche désormais à sa fin, car aujourd'hui, c'est bien la part du lion qui revient au pays. Les trésors publics s'apprêtent à accueillir des flux financiers considérables, signe tangible d'un changement de paradigme. La souveraineté n'est plus un discours, mais une réalité comptable, donnant à la vision du président de la transition tout son sens à la marche du Mali vers son destin. L'actualité sur autre plan. Hier, 1er décembre, l'ONU a célébré la journée mondiale de lutte contre le sida. Une journée célébrée au Mali sous le thème sida, crise de financement extérieur, une opportunité pour promouvoir les financements souverains. Mais il faut surtout noter ces chiffres inquiétants dévoilés hier. Un taux de prévalence estimé à 0,76%, plus de 100 000 personnes vivant avec le VIH et plus de 4 000 nouvelles infections en 2025 et près de 5 000 décès liés au sida au Mali. La journée a été l'occasion de lancer un appel pour maintenir la mobilisation et renforcer surtout la réponse nationale face à la pandémie. Voyons les temps forts de cette célébration avec Mariam Kone. Au Centre international des conférences de Bamako, ce 1er décembre, la mobilisation est forte.
Une journée pour rappeler que le VIH n'a pas disparu et que la prévention reste l'arme la plus efficace. Plusieurs acteurs de santé, organisations communautaires et partenaires techniques et financiers pour marquer la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Une rencontre placée sous le thème mondial « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida ». Et le Mali a choisi de l'articuler autour d'un message fort, à savoir Sida, crise de financement extérieur, une opportunité pour promouvoir le financement souverain. Colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Faisant allusion à cette thématique, cette journée mondiale m'offre l'occasion de lancer un vibrant appel à l'action, à un leadership politique durable, axé sur les droits de l'homme pour mettre fin au sida d'ici 2030. C'est un moment privilégié de renforcer les actions de plaidoyer pour promouvoir le financement innovant et souverain dans l'optique de soutenir les programmes de lutte contre le VIH-Sida afin d'honorer les engagements auxquels le pays a souscrit. Cette édition met l'accent sur la nécessité de renforcer la lutte, car beaucoup d'efforts restent à faire selon les organisateurs. Dr Ishaka Moumine Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Le Mali dispose d'un cadre multisectoriel, d'une base de partenariat technique et d'un tissu associatif très actif. Des progrès sont à noter dans le cadre de l'accès au dépistage et au traitement ont été vraiment enregistrés. Et les données témoignent historiquement de ces efforts soutenus. Néanmoins, plusieurs boulots affaiblissent la consolidation de ces acquis. Marc Saba, représentant des partenaires techniques et financiers. Je réaffirme notre engagement à soutenir le Mali dans la réalisation des objectifs des 395, le renforcement du leadership national, la diversification des sources de financement, notamment innovantes et souveraines, l'intégration du VIH dans la santé primaire et les services communautaires, la promotion des droits humains, de l'équité et de l'inclusion sociale, la continuité des services dans les zones en crise, l'implication des communautés et des jeunes. Dans cette lutte de longue haleine pour un futur sans VIH, plusieurs défis doivent être relevés. Dr Alfouseni Diawara, secrétaire général de la présidence de la République. Ces succès traduisent une réalité. La majorité des personnes vivant avec le VIH au Mali connaissent aujourd'hui leur statut, sont traitées et vivent mieux. Toutefois, nous ne pouvons ignorer les défis qui subsistent. La transmission de la mère à l'enfant persiste et des enfants continuent de mourir du sida. C'est une réalité que nous devons combattre avec plus de précision et d'efficacité. Le VIH ne se combat pas seulement dans les hôpitaux. Il se combat dans les écoles, les familles, les communautés. Notre réponse doit être résiliente, inclusive, équitable et efficiente. Ce 1er décembre, un moment fort de solidarité, de sensibilisation et d'engagement renouvelé où les acteurs de santé, l'association des personnes vivant avec le VIH ou encore l'ambassadrice de la lutte contre le VIH, en l'occurrence l'artiste sénégalaise Koumba Gawlo Seck, n'ont pas manqué de livrer des messages poignants. Koumba Gawlo Seck, ambassadrice de la lutte contre le VIH-Sida. En tant qu'artiste engagé, j'ai toujours utilisé ma voix pour sensibiliser et mobiliser à travers mes prestations et productions artistiques, dont une illustration et la réalisation en 2021 d'un single de plaidoyer et de promotion à l'accès universel aux soins intitulé AIDS, initié par le bureau de l'ONU-SIDA au Sénégal à Dakar. Ensemble, unissons nos forces pour que chaque personne ait accès au traitement, que chaque enfant puisse grandir en bonne santé et que l'inégalité face au VIH
devienne un souvenir du passé. Entre messages d'espoir, actions concrètes et participation massive, Bamako montre aujourd'hui qu'elle reste déterminée. La chorale des personnes vivant avec le VIH et bien d'autres artistes ont tenu le public en haleine pendant tout le cérémonial. Au programme également des sketchs et un film documentaire qui a gagné le prix du meilleur film de sensibilisation sur le sida au FESPACO. L'un des temps forts fut la remise d'attestations à ceux-là qui ont tout donné pour cette lutte. Au cours de la journée, les visiteurs pouvaient se faire dépister gratuitement sur place. Mariam Konish, un nouveau projet au secours des jeunes et des femmes. Il est intitulé « Projet de stabilisation et de réponse multisectorielle aux femmes et jeunes déplacés dans les centres régions de Badjangara ». Il a été lancé hier avec comme activité phare le renforcement des capacités de ces deux couches. C'est un projet mis en œuvre par l'école de maintien de la paix à l'UNBLNDBI. Il vise à renforcer les couches vulnérables de la société, en particulier les femmes et les jeunes déplacés. Et il est financé par le Japon à travers le PNUD. Plus de précisions avec Mamadou Fane dans ses reportages. Pour répondre à la crise des déplacements internes dans le centre du pays, particulièrement dans la région de Banyangara, le PNUD, avec l'appui financier du Japon, vient au soutien des autorités maliennes. Le lancement des projets de stabilisation multisectorielle aux femmes et jeunes déplacés internes de la région de Banyangara entend ainsi consolider les acquis réalisés et améliorer le contrat social entre l'État et les communautés grâce à la mise en place d'activités garantissant une paix durable et harmonieuse. Colonel-major Suleiman Sangaré, directeur de l'école de maintien de la paix à l'UNBLNDBI. L'EMP, l'école de maintien de la paix à l'UNBLNDBI, fidèle à sa vision stratégique, ambitionne de jouer un rôle de catalyseur des initiatives et des réflexions autour des enjeux de paix et de sécurité, tant à l'échelle mondiale qu'africaine. Yukuo Murata, ambassadeur du Japon au Mali. La promotion de la paix et de la stabilité est l'un des axes majeurs de la coopération japonaise en Afrique. Le Japon aspire à réaliser un environnement de la vie de qualité qui valorise chaque individu, en particulier les jeunes et les femmes, et à résoudre les problèmes sociaux par la promotion de la couverture sanitaire universelle, la promotion de l'éducation et du développement de ressources humaines et l'environnement et le renforcement de la résilience face aux catastrophes. Malé Diop, représentant résident du PNUD. Et dans le cadre de l'appui à la stabilisation dans la zone centre, et notamment à Bandiagara, Dandoli, Dourou, Dukumbo et Pignari-Bana, des actions concrètes ont été menées pour consolider la paix, la cohésion sociale et renforcer la présence de l'État. La réhabilitation de bâtiments administratifs autonomes en énergie avec des installations énergie solaire, la construction et équipement d'écoles et de centres de santé, la réalisation de forages pour l'alimentation en eau potable, l'aménagement de pistes rurales et d'ouvrages hydrauliques pour faciliter la mobilité et l'accès des populations aux services. Il s'agit à travers ce projet d'accompagner les efforts de stabilisation en mettant l'accent sur l'autonomisation et la résilience des femmes et jeunes touchés par le déplacement et les VBG. Mamadou Fane, secrétaire général du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Il nous appartient, en tant qu'acteurs impliqués, de nous imprégner pleinement de l'esprit de ces projets afin d'en garantir la portée et la pertinence et veiller à ce que chaque activité prévue soit étroitement alignée sur les réalités quotidiennes des femmes et des jeunes déplacés du centre du Mali. Diara Djenaba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le projet représente une étape majeure dans nos efforts pour soutenir les populations vulnérables et renforcer leur résilience, à soutenir les femmes et jeunes déplacés, renforcer l'autonomisation économique, prévenir les violences basées sur le genre et promouvoir la participation des femmes dans le processus de la paix. Ce projet permettra ainsi de combler les attentes des populations locales et d'amorcer le développement de la région. AES Actualité.
Direction Burkina, le ministère de l'administration territoriale et de la mobilité a ouvert hier les états généraux des transports sous le thème transport terrestre et maritime et résilience dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso, état de lieu et perspectives. Cette rencontre constitue un cadre d'analyse de toutes les composantes du secteur des transports, cela en vue d'engager des réformes stratégiques nécessaires. Des recommandations sont attendues pour améliorer la compétitivité, la professionnalisation et la sécurité du transport au Burkina Faso. Le reportage de notre confrère de Radio Burkina, Lazare Sanou. Les états généraux des transports sont voulus pour construire une politique de transport moderne, sécurisée, inclusive et compétitive au service du développement, de la résilience et de l'intégration régionale de Burkina Faso. Émile Zerbo, ministre d'État en charge de la mobilité. C'est un secteur vital pour notre pays. Nous avons des villes à rallier, nous avons des populations à transporter. Et c'est un domaine qui, malgré les acquis, reste l'un des plus difficiles à cause d'un certain, on va dire, franchement désordre qui existe. Alors les États généraux, c'est pour se parler, c'est pour mettre le patriotisme au devant de tout, l'humain et l'intérêt général. Il était donc important que les acteurs se retrouvent, qu'ils discutent et qu'ils trouvent le moyen de permettre que demain, nous arrivons à des transports modernes, sécurisés et on va dire inclusifs. C'est un moment de vérité collective pour réinventer ensemble le système de transport avec ambition et courage. Il faut dire qu'en toute chose, il faut discuter, peu importe les lois, peu importe les textes. Il faut à un moment donné expliquer aux acteurs qu'est-ce qui est la vision du gouvernement, qu'est-ce qu'ils doivent apporter et comment ils doivent se comporter. Donc ce n'est jamais, on va dire, handicapant, ce n'est pas une mauvaise chose de se parler. Dans la dynamique de modernisation du secteur des transports, le ministre d'État en charge de la mobilité précise que le gouvernement a franchi un jalon historique en concrétisant l'acquisition de plus de 500 bus modernes destinés au transport de masse. Le premier lot de 155 bus, déjà remis à la Sotraco, marque une étape majeure dans l'engagement du gouvernement à faciliter la mobilité urbaine, en particulier pour les élèves, les étudiants et l'ensemble des citoyens burkinabés. Au Niger, Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, Dr Elisabeth Chérif, a effectué une visite de terrain hier à Niamey. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de son initiative « Une semaine, une école ». L'objectif est d'échanger avec les personnels scolaires sur les défis afin de proposer des solutions urgentes. On fait le point avec Samira Moussa de Radio Niger. Dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues, Dr Elisabeth Chérif, s'est rendue dans plusieurs établissements scolaires de Koubia. Sa visite a débuté au CS franco-arabe où elle a assisté à la montée des couleurs, suivie de l'hymne national en l'honneur de la patrie, ainsi que de l'hymne de l'AES. Elle s'est ensuite rendue à l'école Koubia Kena 1, 2 et 3, puis au CS Koubia Kena. Dans chacun de ces établissements, la ministre a été chaleureusement accueillie par une foule d'élèves, enseignants et des responsables scolaires. Elle a effectué une visite complète des lieux, s'enquérant de l'état des infrastructures et du fonctionnement général. La ministre a également échangé avec les enseignants et les responsables d'établissements afin de mieux comprendre leurs conditions de travail et les défis auxquels ils font face. Pas de doute, vous êtes bien sur Mali Actualité chez la Radio Nationale, la première édition de ce mardi 2 décembre 2025. Merci de nous choisir pour vous informer vrai. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraouri. Il est là, fin prêt. Son tour d'horizon nous conduit en RDC, en Guinée-Bissau, au Cameroun et en Indonésie, Batraouri. Oui, en Indonésie, le bilan des inondations monte à 631 morts. Nous allons développer l'actualité internationale également avec Sregatou Cissé, l'athlète qui ne perd jamais. Avec lui, on va parler de la CAN Maroc 2025, les préparatifs de la réélection de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. On va parler également des championnats européens et boucler avec l'insolite du jour. Sregatou, c'est l'histoire d'un joueur dépassant l'âge requis, mais toujours efficace. Stop, suspense. Restez avec nous. Mali Actualité, 7h25 à Karangasso et en Kourala.
Et oui, Batraouri, en Guinée-Bissau, le nouveau pouvoir et la CEDEAO jettent les bases d'un dialogue. 6 jours après l'annonce de la prise de pouvoir par le haut commandement militaire en Guinée-Bissau, la capitale a accueilli hier une mission de haut niveau de la CEDEAO chargée de la médiation avec les autorités de transition dans la crise politique. Lors d'un point de presse commun, les deux parties se sont accordées pour qualifier leur échange d'infructueux. Au Cameroun, on note des vives réactions après la mort de l'opposant Anissé Ekane. C'était le deuil et le choc au Cameroun après l'annonce hier de la mort en détention de l'opposant Anissé Ekane. Cette figure engagée de la vie politique camerounaise a été un opposant au régime Aïdo puis au régime Biya. Il s'est beaucoup impliqué pour la présidentielle d'octobre, d'abord au profit de Maurice Kamto, puis après le rejet de la candidature de ce dernier au profit de Issa Thiroman Bakary avant d'être arrêté fin octobre. La RDC déclare la fin de l'épidémie d'Ebola dans les Kasaï. Aucun nouveau cas n'a été enregistré au cours des 42 derniers jours, délai requis depuis la guérison du dernier patient le 19 octobre dernier. Déclenchée début septembre, cette épidémie était liée à la souche la plus virulente du virus, l'Ebola virus Zaïre. 64 cas ont été enregistrés, dont 53 confirmés et 11 probables, faisant 45 décès. Dans un communiqué, le ministre congolais de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a salué la fin de ce qui constitue la 16e épidémie d'Ebola enregistrée en RDC. On reparle de VIH-Sida Batraouri. Près de 50 millions de séropositifs selon l'OMS qui s'inquiète. Le 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Les organismes internationaux tirent la sonnette d'alarme sur la baisse de l'aide à la prévention et à la prise en charge. Les derniers chiffres de l'OMS font état de 40,8 millions de personnes qui vivent avec le VIH-Sida dans le monde, dont 64% en Afrique. L'agence onusienne a exprimé ses inquiétudes. Inondation en Indonésie, les bilans montent à 631 morts. Selon un décompte publié ce matin par l'Agence nationale de gestion des catastrophes, le bilan des inondations et glissements de terrain qui ont frappé la grande île indonésienne de Sumatra s'élève désormais à 631 morts et 1 million d'habitants déplacés. Par ailleurs, 472 personnes sont toujours portées disparues et 2600 autres ont été blessées dans 3 provinces de l'île situées à l'ouest de l'archipel, a précisé l'agence. Au Liban, le pape appelle les dirigeants religieux libanais à combattre l'intolérance et la violence. Le pape Léon XIV poursuit sa visite politique au Liban. Hier, il a appelé les chefs religieux libanais à combattre l'intolérance et la violence lors d'une réunion interreligieuse dans le centre de Beyrouth. Cette rencontre interreligieuse a eu lieu en présence des représentants de toutes les confessions au Liban. Vous êtes appelés à être des artisans de paix, à affronter l'intolérance, à surmonter la violence et à bannir l'exclusion, a déclaré le pape aux représentants de 16 communautés libanaises, chrétiennes et musulmanes. Merci Batraouri pour toutes ces informations. On est bien servi. Et bonjour Sragatou Sissi. Et bonjour Sidi Dambe. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h29 à Minesengue, cercle de Diré. Les jingles et on se retrouve. CAN Maroc 2025, jour J-19, le département en charge des sports et la FEMAFOOT se mobilise pour l'événement Sragatou. Oui, après le téléthon organisé en faveur des aigles du Mali où 150 millions de francs CFA ont été collectés, le ministère en charge des sports et la FEMAFOOT était hier en première ligne pour livrer les contours liés à 2 plateformes. Le ministère a officialisé le site www.envoledesaigles.ml et la FEMAFOOT, l'application Yala. En consultant ces 2 données numériques, toutes les informations relatives aux conditions de voyage et de séjour au royaume chérifien seront fournies. La CAN Maroc 2025, c'est du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le thème aussi prépare une grosse équipe pour
pour couvrir ce grand rendez-vous sportif, Sergatou, il faut le noter. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, met de l'ordre dans la tanière des Lions indomptables 2 jours seulement après sa réélection à la tête de l'institution. Oui, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a démis de ses fonctions le sélectionneur des Lions indomptables, le Belge Marc Bruce. Dans la foulée, il a nommé un nouveau staff technique sous la direction du duo David Pagou, Martin Tundi Pile. Ces deux ont profité pour dévoiler rapidement la liste des Lions retenus pour la CAN Maroc 2025. On peut noter des absents de taille, parmi lesquels 5 cadres: Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting, Michael Ngadeu et André Onana. Zambo Aguissa, le vice-capitaine, lui, est blessé et forfait. Un tour en Europe, c'est tout pour parler des coupes et championnats. En Angleterre, on disputera ce mardi le début de la 14e journée avec 2 matchs à 19h30, temps universel, Bournemouth, Everton et Fulham, Manchester City. Et à 20h15, Newcastle, Tottenham. En Espagne, place à la 19e journée de Liga avec le choc FC Barcelone, Atlético de Madrid à 20h. En Allemagne, l'heure est au 8e de finale à 17h temps universel. Hertha Berlin, Kaiserslautern et Mönchengladbach, St. Pauli. À 20h, Dortmund, Leverkusen et Leipzig, Magdeburg. En Italie, on joue aussi les 8e de finale à 20h temps universel. À suivre le duel Juventus-Turin Udinese. Oui. Qu'est-ce qu'il nous reste, Sergatou? L'insolite. Ah, oui, l'insolite. Raclez votre gorge, raclez. Allez-y. Alors, l'insolite du jour, nous sommes au Paraguay aujourd'hui. Au cours d'un match de première division, un joueur pas comme les autres entre en jeu. Oui, un joueur pas comme les autres entre en jeu. La scène a surpris plus d'un, Sergatou. Racontez-nous tout. Alors, au Paraguay, le président d'un club passionné sur et en dehors de la pelouse a surpris son monde. À l'occasion de la 22e journée du championnat local. Oui. Il est entré en jeu à la 84e minute pour tenter d'offrir la victoire à son club. Le capitaine? Non, c'est un joueur, en même temps président. Alors, score final 0-0. Alors, son entrée est historique. À 51 ans, tenez-vous bien, 11 mois et 20 jours, il est devenu le plus vieux joueur à évoluer en première division. 51 ans. Oui, il est face des tablettes. Le précédent record détenu cette fois par un gardien 49 ans. Comme pour dire, à cœur vaillant, rien d'impossible. Merci, sacré Sergatou Sissi. 7h32 à Ménaka et à Soufourlaye, c'est tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraouré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques à l'eau Koulibaly, la mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly et Badji Touré. À la coordination Ousmane Daou, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo suivie des avis et communiqués avec Doudou Temeli. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumaïla Berté pour la 2e édition du journal. La pensée du jour signée François Guizot. Le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs. Oui, le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.